Bonjour mesdames, messieurs, merci beaucoup de suivre votre émission Point de vue en ce dimanche 13 août 2023. D'échéance électorale ou radiation, contumax, axe de non-acquiescement, beaucoup de termes juridiques soulevés ces derniers temps dans l'actualité. Nous essaierons de comprendre avec notre invité, Maître Antoine Beng. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Ning. Oui. Merci de l'honneur que vous me faites d'être sur ce plateau de Point de vue de la RTS. J'ose espérer qu'à la suite de cette émission, nous apporterons toute la lumière nécessaire à éclairer la population sénégalaise comme celle internationale sur les questions qui seront débattues. Merci beaucoup, Maître. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour. Alors, la déchéance électorale de Ousmane Sonko a fait l'objet de beaucoup d'interprétations. C'est du fait, bien sûr, de l'imbrication certainement des dossiers judiciaires dans lesquels il est impliqué. Quel est le fondement juridique de cette radiation des listes électorales de M. Ousmane Sonko? Merci, M. Ning. La radiation des listes de M. Ousmane Sonko tient de la loi, c'est-à-dire du code électoral, notamment d'abord de l'article L40 du code électoral, qui prévoit la possibilité d'enlever une personne des listes électorales, mais dans des conditions bien déterminées. C'est une prérogative qui est confiée aux services centraux du ministère de l'Intérieur et aux commissions administratives, et cela a pour fondement l'article L52 du code électoral. Donc ce sont ces textes qui prévoient la possibilité de radier une personne des listes électorales d'office sur la base d'un certain nombre de conditions, notamment la condition de décision de justice qui enlève cette capacité à être électeur à un individu. Dans le cas d'espèce, sans avoir vu le texte ou la décision qui a été notifiée à M. Ousmane Sonko, on peut largement deviner que la radiation est due à l'intervention de la décision de la Chambre criminelle qui a condamné M. Ousmane Sonko par contumace. Parce que la conséquence d'une condamnation par contumace, c'est que la personne condamnée perd ses droits. Et cela est également fondé sur les dispositions de la loi, notamment les dispositions de l'article 312 du Code de procédure pénale, qui dit que lorsque les formalités de publicité liées à la décision rendue sur contumace ont été accomplies, à partir de ce moment, la décision devient exécutoire en ce qui concerne les droits du condamné. Donc, il perd ses droits. Du Code de procédure pénale, il y a aussi la loi électorale modifiée récemment. Exactement. En vertu de l'article L29. Exactement, parce que l'article L29 dit notoirement que ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales ceux qui ont été condamnés par contumace. Donc, combiner cet article L29 à l'article 312 du Code de procédure pénale et aux prérogatives que tiennent les autorités administratives des articles L52 du Code électoral et des conditions prévues pour la radiation des listes électorales qui est prévue par l'article L40 du Code électoral, on trouve naturellement qu'il y a un fondement juridique à la radiation qui a été opérée. D'accord. Mais je l'ai dit, il y a un conflit entre deux procédures qui fait que d'ailleurs chacun a ses positions sur la question. Il y a ceux qui retiennent, par exemple, certains de vos confrères qui retiennent que, peu importe les raisons, mais l'arrestation annule le verdict ou la condamnation par contumace. Oui, je pense que pour répondre à cette question, il nous faut beaucoup de pédagogie. Parce que depuis l'arrestation de M. Ousmane Sonko, le débat sur la contumace a charrié beaucoup de vérité et de contre-vérité. Donc il faut qu'on soit pédagogique. En quoi faisant? Il faut d'abord qu'on montre aux Sénégalais que la contumace, c'est l'état d'un individu qui est absent lors de son procès devant une chambre criminelle. À l'époque, on parlait de cour d'assises. Aujourd'hui, on a des chambres criminelles auprès du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Donc, l'état de contumace, c'est ça. C'est un individu qui doit être jugé à un procès criminel et qui ne s'est pas présenté. Soit parce qu'on n'a pas pu l'arrêter, soit parce que volontairement, il a pris le choix de ne pas être là. Donc, dans le cas d'Ousmane Sonko, on peut dire qu'il a pris le choix de ne pas se présenter au procès. Or, le président de la chambre criminelle, qui n'a pas l'obligation de l'arrêter pour le déférer à ce procès, a fait le choix de le laisser dans son option de ne pas se présenter. À partir de ce moment-là, s'il est jugé et condamné par cette chambre criminelle, il devient un contumax. Maintenant, le contumax, la loi lui laisse deux possibilités pour anéantir la décision qu'il a condamnée. La loi l'oblige, s'il le veut, à se constituer prisonnier.
sur sa propre volonté. Sinon, la loi demande au procureur, dans le cadre de l'exécution des décisions de justice, s'il l'arrête, la décision est anéantie. Or, les gens veulent installer un débat sur le fait que cet article qui parle de l'arrestation ne distingue pas. Et ils disent que là où la loi ne distingue pas, on ne doit pas distinguer. Moi, je pense que c'est un faux argument. Pourquoi c'est un faux argument? Parce que la loi n'avait pas besoin de faire une précision dans le cadre de ce texte. Parce que le texte est pris dans un contexte global de définition de la contumace et des conséquences qui s'y attachent. Vous verrez que la loi dit tout contumace qui ne se présente pas, ou qui se présente, que se construit prisonnier, ou qui est arrêté. Oui. Pour être arrêté en cette qualité de contumace, parce que le fait de dire le contumace, on définit l'individu, c'est une qualité juridique. Alors que le droit pénal a pour habitude d'être général, on dit quiconque aura fait, tout individu qui aura fait. Mais dans le cas d'espèce, on parle du contumace. Et pour être contumace, il faut nécessairement être absent lors de son procès en matière criminelle et condamné à cette occasion. Oui. À partir de ce moment, si on parle de l'arrestation du contumace, mais on ne peut parler que d'une arrestation adossée sur la décision de justice qui a fait de lui un contumace. On ne peut pas partir de nulle part pour dire qu'on est en train d'exécuter cette décision. La particularité ici, c'est que Ousmane Sonko a été arrêté pour autre fait. Exactement, oui. Exactement. J'y arrive d'ailleurs, parce que là, ça démontre déjà que le procureur de la République a deux prérogatives dans le cadre d'une arrestation. Il peut être dans le cadre de la poursuite et de la recherche des infractions. Cette personne qui est poursuivie, recherchée pour des infractions qu'il aura commises, cette personne n'est pas dans le cadre d'un contumace. Par contre, il a d'autres prérogatives liées à l'exécution des sentences pénales. Dans le cadre de l'arrestation du contumace, qui est déjà jugé et condamné, le procureur de la République se retrouve dans le cadre de l'exécution des sentences pénales. Or, dans le cadre de cette exécution des sentences pénales, la loi est très claire. Parce que l'article 685 du Code de procédure pénale confie l'exécution des sentences pénales à l'administration pénitentiaire. Quand quelqu'un est condamné et qu'on veut le rechercher sur la base de cette condamnation, ce sont ces dispositions-là de 685 à 6 et suivants qu'on applique, c'est-à-dire le procureur est dans le cadre de l'exécution des décisions de justice. Quand une personne est poursuivie pour une infraction dont il n'est pas encore jugé, le procureur de la République est dans le cadre de ses prérogatives de poursuite et de recherche des infractions. Si on prend le cas qui nous sert d'hypothèse de travail, le cas de Ousmane Sonko, vous verrez que si le procureur était dans le cadre de l'exécution de la décision de contumace, il l'aurait déposé à la prison pour qu'il soit pris en charge sur la base de la décision qui est le titre de poursuite. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut déposer nulle part un individu sans pour autant que l'administration ait le titre en vertu duquel cette personne a été remise à sa disposition. Aujourd'hui, si on va au niveau de la prison où est détenu Ousmane Sonko, si on demande à l'administration l'écrou qui a permis de le détenir dans cette prison, cet écrou sera le mandat de dépôt qui a été décerné par le juge d'instruction. D'accord. Et c'est ce mandat-là qui retient Ousmane Sonko en prison. Donc on ne peut pas dire qu'il a été arrêté dans le cadre de l'exécution de la décision qu'il oppose à Adji Sarr, qui est une décision rendue par contumace. Ok. Il est placé en détention, du moins sous mandat de dépôt, sur la base des 8 chefs d'inculpation énumérés par le procureur. Exactement. Exactement. Parce que la procédure... S'il était arrêté dans le cadre de l'autre dossier, il serait déposé directement à la prison. Directement, parce qu'il est déjà jugé et condamné. Donc, c'est un mandat d'incarcération que le procureur va délivrer sur la base de la décision qu'il a condamnée par contumace. C'est sur la base de cette décision que l'administration pénitentiaire, je parle de l'administration pénitentiaire en faisant référence à la prison, au régisseur de prison qui va le recevoir. C'est sur la base de cette décision-là que le régisseur va recevoir Ousmane Sonko. Parce qu'aucun régisseur ne peut recevoir une personne sans le titre qui fait que cette personne doit être détenue. Quel que soit le motif de détention, il faut qu'on lui donne un titre. S'il n'y a pas de titre, ils peuvent être poursuivis pour détention arbitraire. Et ça, ce sont les dispositions des articles 694 et 695 du Code de procédure pénale qui le disent. Parce que tout simplement, on ne prend pas une personne comme ça, on le jette dans une... Non, il y a toujours le justificatif du mandat qui fait que la personne peut retenir la personne. S'il n'y a pas de justificatif du mandat, toute personne qui recevrait en détention quelqu'un serait poursuivie pour détention arbitraire. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous détachez les deux affaires. Et là, qu'est-ce qu'on va supposer? Que
la condamnation par contumace dans l'affaire Sweet Beauté n'a rien à voir avec le mandat de dépôt qui a été décerné à Ousmane Sonko. Exactement. Oui. Exactement, parce que c'est une condamnation, c'est-à-dire toutes les procédures qu'il fallait faire, c'est-à-dire les enquêtes préliminaires. Vous avez suivi toute l'actualité où il y a eu la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko à l'époque pour qu'on puisse l'entendre, l'auditionner, la procédure devant le juge d'instruction, l'ordonnance de renvoi, la procédure devant la chambre criminelle. Donc tous les faits ont été tirés au clair et une décision a été rendue. Donc, quand vous voulez arrêter Ousmane Sonko sur la base de cette décision, ce ne sera qu'en lui notifiant cette décision. Et celui qui le recevra en détention aura cette décision comme titre de détention. Par contre, quand Ousmane Sonko, malgré qu'il soit condamné par contumace dans le cadre d'une affaire, se retrouve à être poursuivi pour d'autres faits, on ne peut pas faire la confusion. On ne peut pas dire qu'il est arrêté pour ce motif, non. Parce que là, il est dans la présomption d'innocence. Parce qu'on le poursuit pour des faits dont la réalité, ou en tout cas leur bien fondé, ou leur imputabilité à M. Sonko ne sont pas encore établis. Parce qu'on est en phase d'enquête, on arrivera à une phase de jugement, peut-être de condamnation, peut-être d'acquittement ou de relax selon la juridiction qui sera finalement saisie au bout de l'enquête. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas retenir Ousmane Sonko dans le cadre de la condamnation par la chambre criminelle. Et ce que disent ces avocats et même d'autres spécialistes du droit pénal, c'est que peu importe les raisons, je l'ai dit tout à l'heure, leur argument c'est que arrestation égale arrestation, n'importe voilà, oui, dans n'importe quelle circonstance. C'est de bonne guerre. C'est ce que dit la loi ou pas? Non, c'est de bonne guerre que les avocats de Sonko le disent. Je ne le condamne pas parce qu'en tant qu'avocat, nous sommes partisans de par la loi qui crée l'avocat. Quand nous occupons pour une cause d'une personne, nous sommes partisans parce que nous soutenons la défense de ses intérêts. Et donc nous convoquons les arguments dont on semble estimer qu'ils vont dans l'intérêt du client. Mais dans la logique, on ne peut pas dire qu'arrestation vaut arrestation. Parce que l'arrestation dont on parle est dans un dispositif, d'un procédé légal. Parce qu'on parle de contumace. On explique qu'est-ce que la contumace d'abord. Oui. L'article 307 vient dire qui est contumace. À partir de là, c'est le deuxième alinéa de l'article qui dit que s'ils, c'est-à-dire ceux qui sont les contumaces-là, les accusés, condamnés en leur absence, s'ils se constituent prisonniers ou s'ils sont arrêtés, s'ils ont une qualité déjà, leur arrestation ne peut avoir pour soubassement que ce qui leur donne la qualité, c'est-à-dire la décision de justice qui fait d'eux des contumaces. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, arrêté pour des faits dont il n'est pas encore jugé, on ne peut pas dire qu'il a été arrêté en sa qualité de contumace. Ça n'aurait pas de sens. Il n'est pas utile de préciser dans le contexte de l'article 307, parce qu'il y a des articles qui ont précédé l'article 307. Il y a l'article 239 qui estime que les accusés qui ne se présentent pas à leur procès sont des contumaces. L'article 316 également dit tout contumace. Donc on n'est pas encore dans le cadre de quiconque ou tout individu qu'aura. On définit une personne. Et cette définition a de sens et de valeur que dans le cadre juridique duquel elle ressort. D'accord. Maintenant, si on pousse la logique jusqu'au bout, ce que vous semblez dire, c'est que cette condamnation-là par contumace est définitive. Non, est exécutoire. Parce qu'il faut qu'on fasse la différence entre une décision définitive et une décision exécutoire. D'accord. La décision exécutoire, c'est celle qu'on peut appliquer malgré les voies de recours qui restent encore ouvertes. La décision définitive, c'est celle dont les voies de recours sont épuisées. Aujourd'hui, dans le cadre de la décision de contumace, pourquoi je dis que c'est une décision exécutoire? Parce qu'il y a une disposition de la loi, l'article 612, qui dit que lorsque les formalités de publicité, parce que quand on rend une décision de contumace, l'autorité de poursuite, notamment le procureur, a l'obligation de faire des formalités de publicité, d'affichage de la décision dans le dernier domicile connu de l'accusé et tout le tralala. Ces formalités ont été accomplies au résultat de ce qu'on a entendu dans la presse. Oui. À partir du moment où ces formalités sont accomplies, la loi dit que l'accusé, le contumax, est déchu de ses droits. Donc cette déchéance procède de l'affichage, de la publicité. À partir de ce moment-là, si cette personne est déchue de ses droits, on peut l'exécuter sur ce truc sans attendre le caractère définitif de la décision. Je pose la question parce que là aussi, on a rappelé le caractère précaire de cette condamnation. C'est-à-dire, il y a des délais fixés par la loi. Je veux dire, c'est vrai que c'est exécutoire, cette décision, cette condamnation par contumax, mais vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, si le concerné, l'accusé, se rend, ou si
la justice le prend, c'est anéanti. Exact. Et il y a des délais fixés à ce niveau-là. Exactement. Parce que la loi dit jusqu'à la prescription de la peine. Il y a ce qu'on appelle la prescription de l'action publique, dont le délai varie en fonction des infractions. Il y a également ce qu'on appelle la prescription de la peine, dont le délai varie en fonction des infractions. Ici, dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce, c'est un délit, la prescription est 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'individu condamné par contumace venait à se présenter, à se constituer prisonnier dans ce délai de prescription de l'action, sa condamnation est anéantie. S'il est attrapé dans le cadre de l'exécution de cette décision également, dans le délai de prescription, la condamnation est anéantie, il faut reprendre la procédure. On n'est pas dans le cadre de cette... On n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Même si c'est une arrestation, même s'il a été arrêté. Même si elle a été arrêtée, parce que l'arrestation dans le cadre de poursuite et l'arrestation dans le cadre de l'exécution d'une sentence pénale qui a été déjà rendue sont différentes et diamétralement opposées. Maintenant, quand on vous arrête, parce que tout simplement vous êtes en train de commettre une infraction, c'est comme quelqu'un qui sort de la rue, même s'il était contumax, qui est en train de tuer une personne, on l'arrête pour ce fait-là, parce qu'il est dans le flagrant délit ou le flagrant crime, on peut dire. Cette personne arrêtée pour ça, son arrestation obéit à un régime juridique différent du régime juridique de l'exécution d'une sentence, dont toutes les voies de procédure ont été... On ne peut pas en profiter pour dire que voilà, celui qu'on cherchait, maintenant... Voilà, ça c'est l'initiative du parquet. Le parquet, par exemple, peut, en cours de détention, pour les faits nouveaux, notifier à l'accusé sa volonté d'exécuter la décision rendue par la chambre criminelle. Parce que la volonté qu'avait l'accusé, elle est éteinte du fait que lui-même ne s'est pas présenté pour se constituer prisonnier. Aujourd'hui qu'il est en détention, cette volonté, il ne l'a plus. Parce que vous ne pouvez pas être prisonnier et demander à vous constituer pour être prisonnier. Donc aujourd'hui, il tue la possibilité qui lui était offerte, dont il avait largement le temps d'ailleurs. Donc c'est son choix de ne pas se constituer prisonnier, comme ce fut son choix de ne pas aller répondre à la justice. Il ne faut pas profiter de l'occasion pour se dire je me constitue prisonnier. Oui, vous êtes prisonnier, vous êtes entre les mains en détention, vous dites je me constitue prisonnier, vous vous constituez prisonnier auprès de qui déjà? Vous voyez, donc parce que votre volonté est anéantie par cette arrestation, par ce mandat qui vous a conduit au lieu de détention. Donc vous ne pouvez plus exprimer une volonté. Je ne sais pas si c'est dans le même cadre, mais il y a un autre élément de droit qu'on met sur la table. C'est l'acte de non-acquiescement délivré par le greffe, donnant suite à la lettre qu'il a lui-même écrite. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la valeur juridique? Parce qu'on parlait tout à l'heure effectivement de la volonté du prisonnier de se rendre. Est-ce que ça vaut cet acte-là? Non, cet acte, je me demande s'il a une valeur juridique. Parce que je le considère comme un accusé de réception d'une lettre qui a été adressée à l'administrateur des greffes. Parce que je me demande si d'ailleurs c'est l'administrateur des greffes qui doit recevoir cet acte. Parce que dans le code de procédure pénale, je ne vois nulle part où il est dit que l'accusé qui veut faire un non-acquiescement à une décision de justice doit se présenter devant le greffier. Tout au contraire, ce qu'on peut voir et qui peut peut-être nous aider à comprendre le procédé, c'est ce que prévoient les dispositions de l'article 695, si je ne me trompe, 695 ou du Code de procédure pénale. Du Code de procédure pénale. 694. Cette disposition dit, en cas d'exécution volontaire de la peine, le chef d'établissement recopie sur le registre d'écrou l'extrait de l'arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République. Ça veut dire quoi, dans ma conception? Si Ousmane Sonko venait à se constituer prisonnier, il s'adresserait au procureur de la République dont sa décision est en train d'exécuter, ou peut-être au procureur général si on était dans le cadre d'une décision de la Cour d'appel. Étant entendu que la décision dont il s'agit est une décision du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, je considère qu'en tirant leçon de cette disposition, si il doit s'exécuter volontairement, c'est sur la base de la décision que le procureur de la République transmettra à l'autorité de détention, à l'administration pénitentiaire. À partir de ce moment, je suppose que s'il doit s'exécuter et qu'il ait à passer par le procureur qui transmet le titre de détention à l'administration pénitentiaire, on est en droit de concevoir que s'il doit faire un acte de non-acquiescement, c'est à l'adresse du procureur de la République qu'il doit le faire.
Donc je pense que l'acte d'acquiescement qui a été délivré par le greffier a été délivré en accusé de réception. Parce que si vous lisez l'acte d'acquiescement, c'est en référence à la lettre qui lui a été transmise. Le greffier aurait pu même refuser de prendre l'acte. Et ceux qui lui ont transmis l'acte ont la possibilité de faire une requête adressée au président du tribunal pour voir s'il a le droit de l'accepter ou de refuser l'acte. Ils ne l'ont pas fait. Lui, il l'a pris, c'est sa responsabilité. Je considère qu'il a accusé de réception d'une lettre qui lui a été transmise. Il va transmettre la lettre à qui de droit et on appréciera. D'accord. Finalement, donc, puisque la détention préventive est de rigueur aujourd'hui, dans le cadre de nouvelles charges, les 8 chefs d'incubation qui ont été énumérés, comment... Enfin, c'est assez complexe quand même. Si on est en détention et on veut se rendre dans un état quand on est contumax, dans le cadre d'une détention préventive, on veut se rendre, ou alors si la justice veut mettre la main sur le contumax, quelles sont les issues? Finalement, il n'y a plus de solution. En fait, il faut même rectifier à ce niveau déjà des orientations qui ont été faites pendant tout le temps qu'a duré cette affaire qui fait l'actualité. On a essayé de faire comprendre aux gens que le contumax, c'est celui qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas retrouvé, non. La loi dit celui qui ne se présente pas. Ah, d'accord. Ou celui qui n'a pas pu être arrêté parce que peut-être qu'il est en fuite, parce que peut-être même arrêté avant le procès ou la fin du procès, il s'est évadé. Donc il y a deux hypothèses d'une personne qu'on ne peut pas attraper, dont on ne peut pas mettre la main sur lui, et l'hypothèse d'une personne dont on sait où il habite. Mais parce que la loi lui a fait confiance de lui donner la liberté provisoire, lui, il n'a pas été détenu, est convoqué régulièrement qu'il ne s'est pas présenté. On lui laisse d'assumer son choix. Mais on lui offre en même temps, lorsque la décision intervient, la possibilité de se constituer prisonnier pour anéantir tout. Le contumax, ce n'est pas forcément celui qui prend la fuite. Du tout. Du tout. Parce que quand c'est également celui qui prend la fuite. C'est également. Il y a deux statuts, voire trois. Deux statuts. Le statut d'une personne qui a commis une infraction et qui a disparu dans la nature. Pendant tout le temps de la procédure d'instruction, d'enquête, on n'a pas pu l'arrêter. Ça peut être le cas également d'une personne arrêtée, détenue, et qui a pu s'évader ou en cours de procès ou même avant le procès. Mais ça peut être également le cas d'une personne qui a bénéficié d'une liberté provisoire parce que le juge estime qu'il a des garanties de représentation en justice et que chaque fois qu'il sera sollicité pour répondre à la justice, il déférera à la convocation. Quand cette personne convoquée après l'ordonnance de renvoi et qu'il ne se présente pas pour être jugé, le président de la chambre criminelle qui vérifie l'identité des personnes a le choix de prendre une ordonnance de prise de corps ou de ne pas prendre une ordonnance de prise de corps. C'est une question d'opportunité. Parce que la justice ne se juge pas dans un désert. La justice se fait dans une société et tient compte de beaucoup de paramètres. C'est pourquoi on parle de l'opportunité des poursuites du procureur, par exemple. Et à l'inverse, lui aussi, il a le choix de se présenter à n'importe quel moment. Oui, bien? Oui, pour être jugé. Oui. Il peut se présenter parce qu'il sait qu'il est jugé, il a reçu des convocations. S'il se présente, il est jugé de manière contradictoire. S'il prend le choix de ne pas se présenter, il est jugé par contumace parce qu'on considère que c'est à la limite de la rébellion face aux institutions judiciaires. Oui, mais une fois la condamnation faite par contumace, s'il devient contumace, quelles sont les possibilités qui lui sont offertes de se présenter? Mais la loi dit constitue prisonnier parce que vous êtes jugé condamné. Si vous vous présentez et vous constituez prisonnier, il n'y a plus rien, tout tombe. Donc mais ça c'est un choix qui vous appartient à vous. Mais là, quand on est en détention préventive, comment est-ce qu'on peut se présenter ce n'est plus possible, je veux dire. Il a la possibilité de se présenter à la justice pour l'autre affaire. Mais c'est le procureur, parce que c'est comme si vous aviez 2 balles, vous perdez l'une des balles, l'autre balle ne vous revient pas. Parce que sa balle, c'est de se constituer prisonnier. C'est apparemment le sens de cette lettre qui a été écrite au fait de... En fait, cette lettre, peut-être, les juridictions apprécieront. Mais je considère que cette lettre, déjà, c'est une lettre adressée à un administrateur des greffes qui en a accusé réception. La validité de cette lettre-là, ça, ce sera le débat futur. Parce que, je vous donner l'exemple de l'article 694 qui explique lorsque l'accusé venait à se constituer prisonnier, comment il procède. Parce qu'il vous dit que c'est à partir de l'extrait de la décision qui le condamne, qui est transmis au régisseur de la prison, qu'il est mis en détention. Donc si, pour se constituer prisonnier volontairement, il s'adresse au procureur, j'estime a fortiori
pour acquiescer ou non acquiescer à la décision qui aurait permis qu'il se constitue prisonnier, parce que sans décision, il ne peut pas se constituer prisonnier. Donc, normalement, le procédé doit être le parallélisme des formes, c'est-à-dire s'adresser à qui pouvait vous remettre en prison si vous vouliez vous constituer prisonnier, s'adresser à lui pour dire que j'acquiesce ou je n'acquiesce pas à la décision. Mais le débat reste entier parce que l'acte-là, en tant que tel, il faut que les juges et les spécialistes de droit l'apprécient dans ses qualités, sa valeur juridique et sa force probante pour l'anéantissement de la décision. Voilà. D'accord. Alors, donc, si on résume bien, c'est deux affaires différentes et la condamnation par contumace dans l'affaire Sweet Beauty, même si elle n'est pas définitive, elle est exécutoire et c'est ce qui fait perdre à M. Ousmane Sonko ses droits civils, c'est ça? Exactement. Mais en cet aspect, il faut qu'on précise qu'elle est exécutoire en ce qu'il prononce la déchéance des droits civiques de M. Sonko. Et ça, c'est l'article 312 du Code de procédure pénale qui dit que après l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Donc l'accomplissement des mesures de publicité, c'est l'affichage de la décision qui a été rendue par la chambre criminelle devant le domicile de M. Ousmane Sonko ou devant les mairies telles que prévues par la loi. On dit que si cette procédure est effectuée, à partir de ce moment, donc on n'attend pas que la décision soit définitive, à partir de ce moment de l'accomplissement de ces formalités, le condamné perd tous ses droits. Donc si le condamné perd tous ses droits et que la loi électorale dit que ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales ceux qui sont condamnés par contumace, il est naturel que l'autorité qui a la prérogative de procéder à la radiation d'office, y procède sur le fondement de ces dispositions. Sans attendre. Sans attendre, parce que pour le reste maintenant, l'exécution de la décision peut anéantir. Donc tant que la décision n'est pas exécutée, il n'y a pas un anéantissement de cette perte de droit. Donc là, ce qui peut empêcher Ousmane Sonko de perdre ces droits-là, c'était d'aller se constituer prisonnier ou d'être arrêté par le procureur dans le cadre de l'exécution de la décision de condamnation. Parce qu'il faut qu'on fasse la nuance. On ne peut pas vous arrêter pour autre chose. On dit que cette arrestation... non. Cette arrestation convoquée, il est convoqué dans le cadre d'un texte. Il fait tout corps avec ce texte. Donc il ne peut avoir pour soubassement, afin d'anéantir la décision, que l'exécution de cette même décision. Parce qu'on ne peut pas exécuter autre chose. Ce n'est pas une décision qu'on est en train d'exécuter dans le cadre de l'arrestation d'Ousmane Sonko. Il n'y a pas de décision. Il a arrêté pour des faits dont il est poursuivi. C'est une détention préventive. C'est une détention préventive. C'est une détention provisoire. Parce que c'est le juge d'instruction qui a estimé le besoin de décerner un mandat de dépôt contre lui pour des faits qui ont été visés par un réquisitoire introductif du procureur de la République. Mais ce n'est pas à l'appui de la décision-là qu'il a été détenu. Et il est simple de vérifier cela. Si on va aujourd'hui au niveau de la prison de Sébikotane où il est gardé, en vérifiant le registre d'écrou, on saura quel est le titre qui a justifié la détention de Ousmane Sonko. Parfait. Maintenant, que répondez-vous à ceux qui évoquent un problème d'équité dans le traitement de potentiels candidats à l'élection présidentielle? Référence évidemment au cas Karim Wade et Khalifa Sall, dont le nom serait, dont les noms, autant pour moi, seraient sur les listes électorales, alors que même la modification, la loi qui modifie le code électoral n'est pas entrée en vigueur. Bon, là, je ne sais pas si leur nom figure dans les listes électorales, mais quand une loi est votée par l'Assemblée nationale, qui est l'expression de la volonté populaire, c'est nous qui leur avons délégué nos voix à l'occasion d'élections législatives. Quand cette loi est votée, cette loi, elle est applicable. Et si elle doit s'appliquer et que des personnes, furent-ils Karim Wade ou Khalifa Sall, doivent en bénéficier, ils doivent en bénéficier. Parce que la loi est générale et impersonnelle. Mais dans cette généralité et ce caractère impersonnel, des gens peuvent s'y retrouver. À dessein ou pas à dessein, c'est la loi. Donc j'estime que s'ils sont éligibles de par les conditions prévues par le code électoral, ils peuvent se retrouver sur les listes électorales. Ceux qui étaient sur les listes électorales et qui ont perdu cette éligibilité, ils peuvent être radiés des listes électorales. Donc le reste maintenant, chacun peut y aller de son commentaire politique ou juridique, mais c'est la loi qu'il faut appliquer. Et la loi, quand elle est là, elle s'impose à tous. Elle peut être même injuste, mais elle s'impose à tous, la loi restera la loi. La dissolution du parti PASTEF, une autre décision également contestée par les responsables et sympathisants de ce désormais ex-parti. Là également, l'excès de pouvoir est pointé, recul démocratique, etc. Qu'est-ce que vous dites?
Oui, en fait, des commentaires peuvent être libres et parfois même selon le camp auquel on appartient. Mais ce qu'il faut constater, le décret qui a porté dissolution du parti PASTEF motive cette dissolution par le trouble à l'ordre public qui a été causé par les membres de PASTEF, son leader. Appel à l'insurrection. Appel à l'insurrection et tout ça. Et dès lors que la loi, notamment la Constitution en son article 4, la loi sur les associations et partis politiques, également en son article 4, prévoit qu'il est possible de dissoudre un parti parce que tout simplement il sape les fondements de la République ou un trouble à l'ordre public, l'autorité habilitée à le faire, s'il le fait, il le fait sur le fondement d'actes juridiques. Maintenant, heureusement qu'on a laissé un droit de recours à celui dont la dissolution du parti a été faite. Donc moi j'estime que au moment où nous nous trouvons, il faut que les recours qui doivent être faits le soient, pour permettre à quelqu'un de neutre, notamment la Cour suprême, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, d'apprécier du bien fondé de ce qui a été avancé comme motif. Mais il reste que l'autorité a un fondement légal pour dissoudre, a des arguments pour dissoudre, il a dissous, le constat est là, il appartient au PASTEF, et surtout que je me demande d'ailleurs, parce que dissous, est-ce qu'il a une qualité à agir même? Parce que ça me pose problème. Un parti dissous, est-ce qu'il a une qualité à agir dès sa dissolution? Maintenant, on verra. Je vous repose la question. Quel est votre... Bon, là, je rentrerai dans un débat de procédure qui peut se porter devant la justice. Donc, je laisse aux partis qui vont engager ce débat la primeur de leurs arguments ou de leurs contre-arguments pour ceux qui défendront l'État. Je ne veux pas entrer en avance sur des questions qui peuvent être... ça peut manquer de loyauté vis-à-vis de mes confrères qui auront à occuper pour ce dossier. Mais je constate juste... Que la voie est ouverte pour un recours ils ont le droit pour excès de pouvoir. Pour excès de pouvoir, le recours pour excès Même de pouvoir. dans le cadre de la radiation, je crois. Oui, le recours dans pour le excès de cadre de la pouvoir radiation est permis, non? Non, dans le cadre de la radiation, c'est différent. Ce n'est pas un recours direct pour excès de pouvoir. C'est un recours qui est adressé au tribunal d'instance du lieu d'inscription de celui qui a été radié. Donc, celui-là, il a 5 jours à compter de la notification de la décision de radiation des listes pour saisir le tribunal d'instance de son lieu d'inscription. Maintenant, c'est à l'issue de la décision que rendra ce tribunal qu'il appréciera de l'opportunité de faire un pourvoi en cassation ou pas. Mais il a encore un autre recours après la décision du tribunal d'instance. D'accord. En tout cas, lorsqu'on évoque les questions de démocratie et de liberté publique, on a vu d'ailleurs des organisations de la société civile parler récemment. C'était vendredi face à la presse. Et ils soutiennent que, évidemment, lorsqu'on constate la dissolution du parti PASTEF, les interdictions du meeting, enfin pas de meeting, mais de réunions de partis, etc., forcément, ce qu'ils retiennent de leur point de vue, c'est des atteintes ou des actes posés par le pouvoir, attentatoires à la liberté démocratique. Oui, je comprends. Ils sont peut-être dans le rôle, peut-être je dirais, mais quand même, nous tous, nous vivons au Sénégal. Nous avons eu l'occasion de voyager dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, si on est assez brimé, comme des gens le prétendent, je pense que ce n'est pas ça brimé. Je pense qu'au Sénégal... un acte de dissolution d'un parti politique qui se justifie, qui a un fondement légal, c'est normal. C'est ça l'état de droit. Parce que l'état de droit permet de régenter les situations juridiques par la loi. Si la loi permet, lorsque l'on constate qu'un parti s'engage dans des voies qui mènent vers le trouble à l'ordre public, vers des violences que tout le monde peut comprendre et décrypter, si l'autorité en charge de la réglementation décide au regard également de la loi, parce que l'autorité ne décide pas ex nihilo. Il y a toujours un fondement juridique. Oui, ils font toujours sa décision. Ils décident de dissoudre parce que tout simplement, ce parti est en train de s'organiser en mécanisant des lois. Il en a le droit. Mais le parti également a le droit de se défendre parce que des recours lui sont ouverts. Donc moi, je pense que si, dans le cadre de l'application des textes et règlements qui nous régissent, on constate que c'est un recul démocratique, peut-être qu'on veut installer l'anarchie. Parce que tout ce qui se fait, s'il n'avait pas de fondement juridique, on peut en discuter. Mais toutes les décisions qui sont prises sont fondées en droit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie la prise d'une telle décision? Quelle est l'autorité qui a la compétence pour prendre cette décision? Comment faire notifier cette décision? Toutes ces voies sont prises en compte. Maintenant, du bien fondé de la décision de dissolution ou de radiation, ça c'est un autre débat
Et la loi a permis de porter ce débat à des juridictions neutres, même si on conteste l'indépendance de la justice. C'est celle que nous avons, c'est celle à laquelle nous allons nous conformer, jusqu'à ce que les combats permettent d'avoir une justice peut-être bien meilleure. Mais toujours, on ira vers une quête d'une justice, parce que la justice ne peut pas être une justice parfaite, c'est la justice des hommes, elle est à l'image des hommes qui l'incarnent. Maintenant, l'État et tous les acteurs doivent travailler à ce que ces hommes-là tendent vers la justice parfaite qui est divine. En tant qu'acteur d'ailleurs de cette justice, vous avez un point de vue, une position personnelle sur ce débat-là. L'indépendance de la justice, ça revient souvent. Oui. En fait, le débat est tout souvent mal porté. Parce que la justice, c'est un ensemble. Mais tous ceux qui débattent de l'indépendance de la justice semblent ramener la justice aux magistrats. Or, l'indépendance de la justice, même si on prenait des robots pour juger, elle sera affectée si les premiers acteurs pour cette indépendance ne sont pas eux-mêmes indépendants. Pourquoi je le dis? Parce que pour être poursuivi aujourd'hui, c'est un agent, un officier de police judiciaire qui vous arrête, qui dresse un procès-verbal de ton audition, qui transmet ce procès-verbal à un procureur de la République, lequel transmet à un juge d'instruction au besoin, avant qu'on en arrive en phase de jugement. Si l'acteur qui reçoit l'accusé ou le prévenu manipule ses déclarations, manipule son PV déjà, la justice ne peut pas être indépendante parce que ceux qui auront à juger sur la base de ce procès-verbal seront déjà induits en erreur avant que le dossier n'atterrisse vers eux. Il y a d'autres acteurs comme les greffiers qui interviennent également dans la justice. Il y a les avocats que nous sommes. Si l'avocat n'est pas indépendant lui-même, il peut induire le juge en erreur. Parce que, je le dis pour étayer l'argumentaire, un avocat corrompu par exemple, va influencer nécessairement sur la justice s'il rencontre un magistrat corrompu. Donc, à la limite, c'est une étude globale qu'il faut faire de la justice pour trouver des solutions. Mais prendre pour cible les magistrats, toujours critiquer leur indépendance, alors que tous les autres acteurs, s'ils ne sont pas indépendants, cela ne participe pas à l'indépendance de la justice. Mais parfois, maître, les diatribes aussi parfois viennent des acteurs comme vous, les avocats. Au gré de leur position intérêt. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est fréquent, par exemple, de voir un avocat s'attaquer carrément à une décision d'un juge. Mais ce n'est pas normal, parce que les moyens pour attaquer les décisions d'un juge sont prévus par la loi. Si vous êtes jugé en première instance, la loi prévoit la possibilité d'un appel. Si vous n'avez pas raison en appel, la loi prévoit la possibilité d'un recours en cassation. Donc, s'acharner sur les magistrats parce qu'on a perdu une décision, ça ne me semble pas très correct. Mais discuter de l'indépendance des magistrats de manière générale, sans parti pris, parce que quand vous gérez un dossier, c'est votre dossier. Vous avez des intérêts en tant qu'avocat, vous défendez des intérêts en tant qu'avocat. Et c'est sur la base de ce jugement-là dont vous n'êtes pas satisfait que vous voulez régler le problème de l'indépendance de la magistrature. Je trouve que ça ne peut pas être juste. Mais par contre, étudions globalement l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la justice et faisons en sorte que tous ces acteurs-là puissent participer à l'indépendance de la justice. Sans cela, on aura une indépendance partenaire, on aura des acteurs brimés et opprimés, alors que peut-être que le nœud du problème se situe ailleurs. D'accord. Alors, en attendant, M. Ousmane Sonko est actuellement en détention, donc, et poursuit sa grève de la faim, en tout cas selon ses partisans. Et on parle de pathologies liées à cette diète. C'est une position assumée, semble-t-il, comme moyen de lutte. Est-ce que si ça persiste, on n'est pas là dans une logique qui serait un peu gênante ou encombrante pour l'État? Oui, vous savez, moi en tant qu'avocat, dont ma mission première est de défendre des gens, de les sortir de prison, vous savez que je ne souhaite à personne d'être en prison. Maintenant, quand une personne est arrêtée également, je ne peux pas lui commander ses moyens de lutte. Je peux peut-être lui suggérer d'éviter des moyens qui peuvent anéantir sa vie ou anéantir son physique. Ça, je peux le lui suggérer. C'est un moyen de lutte qu'il estime peut-être normal d'entreprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de conseillers en tout cas beaucoup plus talentueux, beaucoup plus proches de lui que moi, qui peuvent lui dire que ce n'est pas bon. Surtout que je crois savoir qu'il l'avait réprimé à l'occasion de l'arrestation d'un certain nombre d'individus qui avaient voulu faire la grève de la faim. Mais maintenant, si ça reste son seul moyen, je trouve que c'est regrettable. Moi, je lui souhaite d'arrêter et de mener le combat de front. Parce que je pense que... En tant qu'avocat, vous ne le... Je ne lui conseille pas. Parce que si on finit par faire de la grève de la faim le moyen pour sortir les gens de prison, aucun criminel ne restera en prison. Parce que ceux qui ont le courage de tuer, ceux qui ont le courage d'agresser, ils doivent avoir le courage de souffrir de la faim un temps.
Et si c'est ça le moyen pour les libérer, malgré ce qu'ils auront fait également, on risque d'installer un esprit en prison. Et je pense que ça, ce n'est pas recommandable. Maintenant, chacun est libre d'emprunter sa voie de lutte, mais si j'ai un conseil à donner à M. Sonko, c'est de lui dire de prendre soin de sa santé, parce qu'il est utile au pays. Merci beaucoup, Maître. Je vous remercie. D'être venu à cette émission. Je rappelle que Maître Antoine Beng est avocat à la Cour. Avec lui, nous étions largement revenus sur les questions juridiques agitées ces derniers temps dans l'actualité, notamment concernant, il faut le dire, ces dossiers judiciaires dans lesquels est impliqué M. Ousmane Sonko. Merci, mesdames, messieurs, à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dimanche prochain. Vous pouvez répondre en anglais. Oui, d'accord. Et moi,